Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous continuons sur les méthodes propres au contexte de découverte. Une méthode fréquente, c'est l'analogie. Elle peut être vue au sens strict de l'identité exacte aux proportions près, ce qui est A correspond à B, ce qui est C correspond à D, etc. C'est par exemple ce que nous avons vu avec les modèles physiques ou les maquettes, où on utilise l'analyse dimensionnelle pour étudier les différences dues aux proportions. Mais elle peut aussi être vue au sens large, d'une ressemblance, d'une similarité de l'être, des événements, des propriétés, des relations, des lois. Ainsi, on pense que Kepler a procédé par analogie lorsqu'il a étudié les trajectoires en forme d'ellipse des planètes. L'étude de Mars, qui était assez précise, lui a permis de déterminer sa trajectoire sur l'orbite elliptique. Et donc il a effectué une généralisation qui est en fait une analogie, les autres planètes se comportant comme Mars. L'analogie dans ce sens est très utile car elle permet de réutiliser des résultats qui ont obtenus dans d'autres domaines, dans d'autres travaux, dans d'autres expériences. Trouver les bonnes analogies n'est pas toujours évident. Cela implique forcément des hypothèses sur cette identité des comportements ou des propriétés. Et il y a toujours une analogie, et en plus souvent partielle. Elle ne concerne qu'une partie des propriétés. Par exemple, une analogie qui est parfois faite, c'est celle concernant le courant électrique, l'intensité du courant, le voltage, attention, comparé aux chutes d'eau, à la hauteur de chute d'eau, au débit d'une rivière. Il est évident que cela ne concerne que certaines propriétés. Le courant électrique, c'est pas de l'eau. Il y a toujours, quand on fait une analogie partielle, il y a toujours le risque d'aller au-delà. Il faut donc toujours être très prudent. Pour trouver des analogies, ou construire des analogies, l'imagination et l'intuition sont des outils utiles et puissants, mais il faut faire très attention à deux choses. D'abord, l'intuition que nous pouvons avoir a toujours pour origine nos acquis culturels, la façon dont nous connaissons et vivons le monde qui nous entoure. Chez le profane, l'intuition se limite souvent à une intuition aristotélicienne ou newtonienne. Elle est liée au comportement des systèmes dans la vie courante, au quotidien. Mais ça ne représente, la vie au quotidien ne représente qu'une infime et minuscule partie de l'univers, tant dans l'immensité de l'univers qu'en proportion des objets immenses ou des objets infiniment petits. Et les lois qui régissent ces domaines très éloignés du quotidien peuvent être très différents de ce que nous vivons au quotidien. Je ne sais pas ce qu'il a, mon chien. Je vais peut-être vous dire bonjour. Ouais, voilà. Je vous disais que les lois qui régissent ces domaines très éloignés du quotidien peuvent être très différents. Et donc, il faut faire très attention parce que les lois physiques sont alors très contre-intuitives. Il faut beaucoup se méfier et ne pas généraliser trop vite ce que nous dit notre intuition. De plus, l'imagination ne doit jamais remplacer l'expérience. De même que l'intuition ne doit jamais remplacer la rigueur des raisonnements, souvent des raisonnements mathématiques. L'imagination et l'intuition sont des guides, utiles, puissants, mais à tout moment, ils doivent laisser la place à l'expérience et les mathématiques ou les raisonnements rigoureux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir si, avec notre imagination, on ne s'était pas laissé emporter par nos rêves. Ce qui arrive plus souvent qu'on ne croit, même chez les scientifiques. Voilà pour les analogies. Alors, il
il existe, dans les méthodes de réflexion et d'approche des systèmes, il existe deux méthodes complémentaires. L'analyse réductionniste et la synthèse transdisciplinaire systémique, un terme compliqué. L'analyse réductionniste, c'est celle qui avait été prônée par Descartes, que nous avons vu. Il faut décomposer les systèmes étudiés en différents niveaux, en différentes unités, de plus en plus simples, jusqu'aux systèmes, aux unités les plus simples possibles. Prendre un exemple, vous avez les structures mécaniques, qui sont composées de matériaux, de l'acier, etc., qui ont eux-mêmes une structure microscopique cristalline, qui sont composées de molécules, elles-mêmes composées d'atomes, eux-mêmes composés de particules élémentaires. Chaque niveau fait appel à une discipline ou même une discipline spécialisée et même souvent un ensemble de disciplines. Par exemple, les matériaux, les structures mécaniques vont être étudiées par la mécanique et les mécaniciens. Les matériaux vont être étudiés par la physique des matériaux. Les molécules, c'est la chimie. Les atomes, les particules, par la physique atomique et la physique des particules. Ce sont souvent des compétences très différentes. Cette approche est très utilisée. Parce qu'aucun être humain n'est à même de voir tout un système dans tous ses détails, dans toute sa complexité. Il faut forcément le décomposer en parties que l'on peut aborder. Tous les laboratoires pratiquent l'analyse réductionniste. Ensuite, il y a la synthèse transdisciplinaire systémique. Le but est de rassembler toutes les informations, tous les résultats obtenus de tous les niveaux, de tous les petits détails qui ont été obtenus par le réductionnisme, et d'en faire une synthèse. On dit transdisciplinaire puisque tous ces niveaux font appel à des disciplines différentes. Le but est d'obtenir des modèles généraux de fonctionnement du système étudié et d'en avoir une compréhension globale. Notons que les deux étapes, réductionniste et synthèse, ne sont jamais totalement séparées. En général, elles se font en même temps, avec une forte collaboration, un grand nombre d'échanges d'informations et des résultats des travaux. L'analyse systémique, la synthèse, est plutôt rare. Elle a souvent une portée limitée à un système étudié. L'application à des systèmes plus vastes, avec de nombreux niveaux, est plus rare, mais elle peut se faire, par exemple, dans les grands projets scientifiques. Par exemple, ITER, dont le but est de réaliser un prototype de réacteur à fusion thermonucléaire, implique des travaux d'infrastructure, implique des travaux techniques de fabrication du réacteur et jusqu'aux connaissances les plus fines de la physique nucléaire pour la thermonucléaire. Il y a donc de très nombreux niveaux et le projet en lui-même rassemble tout ça et il y a une synthèse qui se fait pour coordonner l'ensemble de ces travaux. Voyons un dernier point concernant la méthode scientifique, c'est l'universalité. Alors, modéliser la recherche expérimentale en détail est tout simplement impossible. C'est beaucoup trop varié, beaucoup trop complexe, ça concerne bien trop de domaines scientifiques différents. Et même en se limitant à un domaine comme la physique ou à un domaine de la physique, une partie de la physique, c'est irréalisable. Mais il y a un certain nombre de règles communes, des règles universelles, propres à l'ensemble de toute la recherche expérimentale. Tout d'abord, elles sont même assez évidentes. Tout d'abord, la recherche se décompose toujours en 3 étapes. Tout d'abord, un questionnement. On se pose une question. On va donc entamer une recherche. Et la deuxième phase, c'est la recherche. Pour trouver les informations, trouver des résultats. Et la troisième phase
est une validation des résultats obtenus, en général multiples. Rappelez-vous, la notion d'expérience cruciale est devenue plutôt obsolète avec raison, et il faut généralement effectuer de nombreux domaines, de nombreuses vérifications selon les domaines que l'on peut atteindre dans telle ou telle expérience. La recherche se décompose également en 3 domaines. D'abord, il y a le monde réel, celui qui nous entoure. C'est le monde matériel. Ce sont les objets, les phénomènes que l'on va étudier. Un morceau de métal, une étoile, de l'eau qui coule, un appareil électronique, toutes sortes de choses. Il y a en plus un domaine théorique. C'est l'ensemble des outils intellectuels, des concepts qui sont utilisés pour construire la théorie. Différents outils de raisonnement, différents outils mathématiques. Enfin, il y a un domaine technique, capital. Ce sont les dispositifs expérimentaux, la manière d'expérimenter pour étudier ce morceau de métal ou ce circuit électronique, et les appareils de mesure. La conception des appareils de mesure est un métier à part entière. La mesure dans des expériences et la recherche de paramètres mesurables est une étape importante, cruciale de toute recherche expérimentale. Voilà, nous avons maintenant une vue plutôt globale de la méthode scientifique. Et dans la prochaine vidéo, dans la suite, nous attaquerons les aspects philosophiques de la science, à savoir quels sont les grands courants de pensée, les différentes manières de voir les choses et les différentes manières de faire face à la réalité et la manière dont nous l'appréhendons d'un point de vue philosophique. Je vous remercie.